Hola, bonjour, cher journal de bord. Bonjour. Non. Allez, c'est parti pour la 10e semaine de voyage. Nous ne te parlerons pas de la 11e semaine de voyage, car en fait nous sommes restés la semaine ici, à profiter, à prendre un peu de soleil, à élever ce petit chien. D'ailleurs, je vais te raconter comment ça s'est passé, je vais te raconter comment on a fini par adopter ce petit chien. Nous avons donc passé ces 2 semaines dans la Cappadoce. Comme tu as pu voir dans l'ancienne vidéo, nous avons profité déjà du lever de soleil avec les montgolfières, enfin, lever de soleil avec les nuages. Mais sache qu'il n'y a pas que les montgolfières dans cette région. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est vraiment une région qui vaut le coup de venir visiter. Normalement, on n'a pas l'habitude d'aimer les régions où c'est vraiment touristique. On trouve ça chiant, trop de monde. Après, cette région, on a vraiment adoré. Il y a des choses de partout à voir. On est hors saison, donc il n'y a pas trop de monde. C'est agréable, pas trop de Chinois. Mais pour conclure, c'est vraiment une Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de... région de dingue. On commence doucement la semaine de visite mercredi. Oui, chez nous, les semaines commencent le mercredi, le lendemain du journal de bord. La liberté. Ça n'a pas de prix. Donc ce jour-ci, on a visité les maisons troglodytes d'Urgup. Il n'y a rien de précis concernant les dates de construction de toutes ces maisons. Ce que l'on sait, c'est que les premiers habitants qui auraient construit des maisons troglodytes, donc dans la montagne, étaient les Hittites, 2000 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de peuples qui se sont enchaînés dans cette région. Chacun a rajouté un petit peu de construction, agrandi, fait des églises. Donc c'est difficile d'être précis sur les dates. Toujours est-il que c'est vraiment très beau. Et ce qui est encore plus appréciable pour nous, c'est qu'on se sent vraiment libre dans la découverte. On peut grimper de partout. Dès qu'on voit un trou, on peut y aller. On m'a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. D'ailleurs, on a déjà vu des personnes qui vivaient encore dans des maisons troglodytes. Bon, on n'a pas pu rentrer chez eux. Lorsqu'on visitait ce village d'Urgup, un couple de vieux nous a simplement arrêtés. C'était impossible de discuter avec eux, mais ils nous ont quand même offert un peu de friandises, des graines pour oiseaux à manger pour nous. C'est bizarre parce que ce n'était pas Halloween et nous n'étions pas déguisés. Peut-être que nous sommes vraiment très laids. Des questions à se poser. Après cette balade dans le vieux Urgup, nous sommes partis direction Kaimakli. C'est un village un peu plus au sud, et nous avons décidé d'y aller parce que le lendemain c'était prévu qu'il y avait beaucoup de pluie. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Et c'était donc parfait pour pouvoir visiter une ville souterraine. C'est une des plus importantes villes souterraines du pays, malgré que la région de la Cappadoce en compte plus de 200 qui ont été toutes découvertes. Celle-ci fait 8 étages de profondeur, mais seulement 5 étages sont ouverts au public. Les 3 autres seraient instables et partiellement effondrés. Le but premier de ces villes enterrées était de se protéger. En cas d'invasion, en cas d'attaque, les peuples s'enfermaient là-dessous, fermaient les portes avec de grosses pierres en forme de roue et pouvaient y vivre jusqu'à plusieurs mois. Le premier étage était réservé au bétail. À savoir en fait que c'est le rez-de-chaussée, mais dans plusieurs pays, dont le Chili, le rez-de-chaussée compte comme premier étage. C'est-à-dire que s'il y a un immeuble de 37 étages au Chili, il fera 36 étages, le même immeuble en France. Ensuite, nous descendons au 2e étage. Nous y retrouvons l'église. À droite, ils y vénéraient plus Jésus, donc catholique, et à gauche, ils y vénéraient plus Marie, donc plus orthodoxe. Et comme dans toute bonne messe qui se respecte, il faut boire un peu de vin à la fin. Donc pour cela, ils faisaient leur vin dans le souterrain. Comme vous pouvez voir ici, ils mettaient le raisin à cet endroit-là, ils les piétinaient, après le jus coulait à cet endroit-là, et hop, dans les jarres pour laisser fermenter. Il faut dire qu'ils buvaient plus de vin que d'eau là-dessous, car cette dernière, l'eau, laisse place à la prolifération des bactéries, ce que l'alcool ne fait pas. Morale de l'histoire, si jamais t'es coincé sous terre, prends des cubis de vin à la place de l'eau. À partir du 3e étage, un peu tout se mélangeait, c'est-à-dire les réserves de bouffe, les chambres qui étaient uniques par famille, les cuisines communes. Nous pouvions y retrouver des aérations pour garder l'air pur continuellement. Mais à cet endroit-là, il y avait aussi l'eau qui tombait pour alimenter la nappe phréatique. Ces petits trous servaient d'escalier pour monter ou descendre. Nous avons fait un premier tour avec un guide pour qu'il nous explique un peu tout ça. Puis nous avons refait un tour seul. Quand je dis ça, c'est vraiment en fait tout seul, pas un chat, pas un touriste. À 9 h du mat, hors saison. Sinon, c'est 4000 personnes par jour en saison normale. Donc durant ce second tour, nous avons bien visité en profondeur. Et là, on se rend compte que c'est vraiment immense.
sachant que seulement 10% sont ouverts au public. C'est vraiment un putain de labyrinthe. Trop de petits tunnels qui donnent sur des salles avec encore plein de petits tunnels. C'est interminable, c'est incroyable. Aïe, je me tape la tête. Donc une fois notre expédition terminée, nous partons direction Mustapha Pacha. Sur la route, nous y voyons un semi-remorque enfoncé dans une montagne. L'image est trop invraisemblable pour ne pas s'arrêter. Une fois arrêtés et en train de faire nos curieux, nous découvrons qu'ils entreposent des patates dans les montagnes. Et ils y étaient simplement en train de charger le camion en sacs de patates. C'est pratique pour garder au frais les patates. Une fois arrivés à Mustapha Pacha, en fait c'était nul. On est vite reparti, on n'a même pas filmé. On devait soi-disant voir des maisons grecques. C'était des maisons grecques, mais alors pour nous c'est carrément classique, donc à zapper. Après ça, nous sommes arrivés à Uçhisar, avec son célèbre château. Ce n'est pas un château comme on entend, avec un roi et sa cour. C'est en fait une montagne qui était creusée avec plein d'églises, de chambres à l'intérieur. Et ça donne un effet de château. Donc ceci se visite. Après, j'ai pu lire sur Wikipédia qu'il y avait effectivement plein d'églises à visiter, plein de chambres. Sachez que la visite, c'est simplement monter tout en haut du château, regarder la vue, qui est vraiment pas mal. Et voilà. Un truc en Turquie, ne jamais hésiter à tester ces appareils-là, parce que souvent, en fait, il n'y a pas besoin de pièces et ils marchent. C'est-à-dire que celui à côté il marche pas. Oui, c'est ce que je dis souvent. Après avoir passé la nuit à Uçhisar, nous sommes partis à Kavuzin. Et Kavuzin, c'est vraiment ce qu'on a préféré en termes d'exploration. C'est un rocher immense qui surplombe le village. Et ce rocher, c'est un vrai gruyère. On peut monter partout, on voit un petit trou, on peut s'y faufiler, il fait nuit, et là on se retrouve sur une salle encore immense, on se retrouve plus haut, puis après on se retrouve plus bas. C'est énorme comme exploration. Après, ça peut être dangereux parce qu'on voit que beaucoup de rochers se sont déjà détachés. Il reste encore une église avec des fresques. C'est incroyable de voir ça dans la roche. Après Kavuzin, nous sommes partis dormir à la Love Valley, la vallée d'amour. Et avec les images que vous êtes en train de voir, je pense que vous avez compris pourquoi nous l'avons appelé, enfin nous, ils l'ont appelé comme ça. Je pense qu'ils auraient pu l'appeler la vallée du porno, la vallée Marc Dorcel. Ah voilà quoi, ils ont des records mondiaux ici. On se serait cru en Afrique. Allez, allons-en une couche. Beauf parti. Ouais. Donc c'était vraiment beau à voir. Le seul problème, c'est que c'est un endroit hyper touristique. C'est-à-dire qu'on avait encore la tête dans le coltard et notre camping-car était entouré de touristes. Et ça, Tavouk, il n'aimait pas. Ah oui, d'ailleurs, Tavouk, je te l'ai pas encore présenté. Baïdor, pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Nous étions en Cappadoce, autour d'un barbecue avec une famille hollandaise. Big up, famille hollandaise. Et là, tout d'un coup, arrive un petit chiot. Mais un petit chiot qui ne marche pas très droit, qui semblait vraiment au bout de ses forces. On lui donne un petit peu à manger. Et là, il a carrément... Il m'a carrément limite mangé la main quand il y avait les croquettes dedans. C'était un truc de fou, j'avais trop peur qu'il me morde. Du coup, après, j'ai mis les croquettes dans une assiette. C'était tellement pas intéressant, mais pour dire à quel point il était affamé, quoi. Voilà, il était vraiment affamé et très très maigre. Il saignait aux pattes aussi. Ouais, il a beaucoup marché pour trouver de la nourriture et je pense pas qu'il aurait passé l'hiver. Donc il s'agit d'un Kangal, pas pure race, sûrement mixte. Donc ça risque d'être un immense chien. Et tous les Turcs nous envient parce que ce chien a des doubles griffes sur le côté, sur les pattes arrière. Bon, on l'a adopté, mais c'était pas si simple parce que moi je voulais vraiment un chien. Sophie, ça dépend parce qu'elle est un peu plus difficile. Moi, je voulais pas de chien. Mais je lui avais dit, bah écoute, de toute façon, en voyage, si on en trouve genre un chiot qui est en train de mourir et tout, bien sûr, on va le prendre. Moi, je pensais pas que ça allait arriver au bout de 3 mois. Voilà. Il est perdu. Il est heureux avec nous maintenant. Ah oui, et puis nous l'avons appelé Tavouk. Pour ceux qui ne parlent pas du tout un mot de turc, Tavouk, ça sonne sympa. Mais les Turcs nous insultent limite, ou rigolent quand on leur dit son nom parce que Tavouk, ça veut dire poulet. T'es inquiet? Qu'est-ce qu'il fait, maman? Mais qu'est-ce qu'il fait, maman? Qu'est-ce qu'il va me donner des croquettes? Voilà. Donc après tout ceci, nous avons continué un petit peu de visiter à droite, à gauche. Nous sommes tombés sur des trésors. Par exemple, une église avec une porte fermée et des peintures magnifiquement conservées, mais au milieu de nulle part. Nous avons marché dans des vallées et puis après nous sommes posés ici.
et nous profitons un petit peu. Désolé pour la vidéo qui n'est pas sortie la semaine dernière, mais ça nous fait du bien. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine. J'espère que cela n'aura pas été trop compliqué ni trop chiant à suivre. Et nous partons direction nord dans les prochains jours. Adios Turquie, bientôt. Attends, Bisous. bonjour, je m'appelle Tavouk. Bonjour, bonjour. Et j'ai des pieds de poulet que tout le monde m'envie. Bonjour. Oh, non, ça, Goulet, goulet, goulet. ça c'est fait, on peut se barrer. Voilà, donc ce petit enregistrement en plus, parce que nous sommes le 24 au soir, je suis en train de terminer le montage de la vidéo, de cette vidéo que vous êtes en train de voir. Donc c'est le réveillon de Noël. On a un chien d'asile. Grosse pensée pour un Goldwyn déjà. C'était pas fait exprès. Le pauvre, il dormait. Tous les Allemands ne sont pas nazis. Voilà, bref, tout ça pour dire qu'on souhaite un joyeux Noël à toutes nos familles, à nos amis, mais également aux personnes qui sont seules. Parce que Noël, c'est une fête magnifique quand tout va bien déjà dans notre vie, quand on a une famille, quand on a des amis. Mais pour les personnes qui sont seules ou qui sont tristes de base, je trouve que c'est la fête la plus bâtarde au monde. C'est-à-dire que c'est le moment où tu sais que tu es triste, donc tu es encore plus triste que d'habitude. Donc c'est vraiment une fête pas cool pour les gens qui sont pas cool. Voilà. Sur ce, pour tout le monde, je vous souhaite quand même de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Profitez-en aussi.